c'est parti. C'est pas parti. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue donc pour cette conférence autour et ces débats autour du film L'âme, en compagnie de Valérie Séguin, Yasmine Liénard et Catherine Henry-Plessier. Donc, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, la finalité de l'Observatoire du réel est de donner la parole à des chercheurs et à des personnes sur des sujets qui ne font pas encore complètement consensus. Et l'idée, c'est de les aider et d'aider ces idées de passer de la deuxième à la troisième, de la première à la deuxième étape et de la deuxième à la troisième étape, selon cette citation de Schopenhauer. Alors, rapidement, on recevra dans une configuration semblable à celle-ci, à ceci près qu'il n'y aura pas de projection de film, Patrick Lebert, le jeudi 3 mars, en visio intégralement. Donc, les éléments seront bientôt sur le site. On peut les retrouver sur les conférences à venir et retenir d'ores et déjà sa place. Mais ce soir, on est avec Valérie Séguin autour donc du film que vous venez de voir. Donc Valérie a déjà commis deux premiers films, Et si la mort n'existait pas et si la mort n'était qu'un passage. Ce troisième volet est une suite. Et ces films font suite à l'écriture de ce livre, Les 3 jours et demi après la mort de mon père, dont Valérie nous parlera ensuite. Sachez que vous pouvez trouver les DVD, donc le double DVD des deux premiers films et le DVD de l'âme, vous les trouvez sur le site de l'Observatoire du réel. Nous avons, en ce qui concerne Yasmine Liénard, deux ouvrages. Alors, je ne sais pas dans quel ordre ils sont parus. Yasmine nous dira ça là tout à l'heure, en se présentant. En ce qui concerne Catherine Henry-Plessier, pas encore de livre, bien qu'elle soit sollicitée, elle vient de nous le dire, mais vous trouverez sur son site pas mal de contenu, en particulier des conférences pour découvrir ce qu'elle fait. Vous avez aussi des PowerPoint, etc. à télécharger pour vous donner un premier aperçu. Mais le mieux, je suis sûr, c'est de la voir en vrai à l'occasion des conférences qu'elle peut donner. Voilà un petit exemple. Ça, j'imagine que c'est un podcast que vous pouvez écouter et qui se trouve sur son site. Voilà, pour tous ceux qui voudraient recevoir les news, vous allez sur le site de l'Observatoire du réel, recevoir ma newsletter, il suffit de mettre votre email, vous faites OK, vous allez recevoir un mail de confirmation, il faut bien cliquer dessus pour valider que c'est bien vous qui l'avez fait, de façon à ce que vous recevez les news régulièrement. Voilà, écoutez, merci à tous. On va pouvoir démarrer donc les débats. Je vous propose peut-être dans un premier temps que chacune d'entre vous se présente. On commence avec toi, Valérie. Alors, oui, donc merci Rémi. Alors, moi, tout a commencé il y a à peu près 7 ou 8 ans, en 2014, quand mon père est décédé. J'ai eu beaucoup de signes de sa part, des signes, voilà, contact, ce qu'on appelle les vécus subjectifs de contact avec un défunt, qui m'ont amené à m'interroger. Quelque part, mon père m'a démontré que les défunts continuent à vivre dans une autre dimension. Et c'est comme ça qu'a commencé tout ce cheminement, cette enquête sur ces sujets. Comme je suis une rationnelle au départ, je suis allée voir des scientifiques. Et c'est comme ça que j'ai écrit ce premier livre, Et si la mort, les 3 jours et demi après la mort de mon père, qui est donc un témoignage enquête sur ces phénomènes. Et ayant interrogé des scientifiques, je me suis aperçue qu'aujourd'hui, il y avait de nombreux scientifiques, il y avait un vrai courant de scientifiques qui étaient convaincus qu'il y avait une vie après la mort, qu'il y avait une part énergétique en nous qui continue à vivre après la mort. Et comme ce n'est pas connu du grand public, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ce premier film, Et si la mort n'existait pas, qui est sur YouTube, donc accessible à tous, et qui porte sur où en est la science sur la vie après la mort. Donc, ce ne sont que des scientifiques qui s'expriment. Et puis, j'ai commencé à animer des groupes de parole sur la mort, en présence et en Zoom, et développer toute une connaissance sur le passage, en s'appuyant sur ces phénomènes aux frontières de la mort. Et c'est comme ça que j'ai fait ce deuxième film, Et si la mort n'était qu'un passage, comment s'y préparer. Et puis j'avais toujours eu en tête de faire le film L'âme,
D'ailleurs, il y a des interviews qui datent d'il y a 5 ans, hein, Laurent Gonel, Thierry Janssen, Olivier Chambon. Je les avais interviewés il y a déjà 4-5 ans. Et parce que pour moi, l'âme, c'est important c'est essentiel. Je crois que ça devrait être triste de mourir sans s'être préoccupé de son âme, parce que finalement, c'est elle qui repart dans l'au-delà. Voilà. D'où l'importance, d'où l'idée d'avoir fait ce film. Ok, merci beaucoup Valérie. Donc ensuite, je ne sais pas, Yasmine ou Catherine, dans l'ordre que vous voulez. Yasmine. Ouais, si vous voulez. Bonjour, donc moi, Yasmine Hénard, je suis psychiatre et j'avais rencontré Valérie, peut-être que tu m'as filmé effectivement il y a peut-être 4 ans, je crois, hein, j'étais pas encore maman, donc je pense que c'était il y a 4 ans, dans mon cabinet à Paris. Maintenant, je suis plus à Paris, j'ai quitté Paris pour le Périgord, mais tu m'avais interrogée et effectivement, comme j'enseigne la méditation depuis des années, que je fais des ponts entre la psychiatrie et la spiritualité depuis au moins plus de 15 ans, voilà, naturellement, je pouvais avoir cette ouverture-là. Donc, moi, voilà, j'ai eu un parcours plutôt universitaire au départ dans mon parcours de psychiatre, et puis j'ai rencontré la pleine conscience et j'ai eu envie d'amener d'autres façons de soigner dans la psychiatrie, mais en fait, à travers la pleine conscience et la méditation, pour moi, c'était petit à petit devenu évident que ça permettait aux patients de se reconnecter à des ressources qu'ils avaient en eux, qu'ils parfois ignoraient ou occultaient ou oubliaient. Devant la souffrance ou les angoisses qui semblaient tout occulter. Donc voilà, la méditation a été pour moi un chemin important pour justement aider dans le soin. Et j'ai écrit 2 ouvrages. Donc le premier, c'est Pour une sagesse moderne, qui était sorti très spontanément, en quelques nuits. Je l'ai écrit d'un coup. Et on l'a publié quasiment sans retouche à l'époque. Chez Odile Jacob, donc c'était assez surprenant, mais c'était une nécessité un peu impérieuse de transmettre quelque chose. Et puis le deuxième a été plus difficile parce que j'essayais vraiment d'expliquer avec des aspects scientifiques, des aspects vraiment des sciences cognitives, des thérapies cognitives, en quoi la méditation était un chemin de rencontre avec soi-même par-delà tous les conditionnements mentaux. Et voilà, donc ça a été un chemin intéressant. Et voilà, et donc là, je suis avec vous pour partager mon expérience. Voilà. Super, merci Yasmine. Donc Catherine, maintenant. Oui, donc moi je suis médecin de formation également et c'est la souffrance que j'ai rencontrée dans mon cabinet qui m'a interpellée et qui a fait que tout doucement je me suis intéressée à autre chose que le corps physique pour aller vers une médecine plus holistique et puis ensuite une médecine beaucoup plus spirituelle qui commençait à travailler sur la psyché, sur l'âme. Donc je me suis formée pour devenir psychothérapeute. Et puis en allant, j'ai découvert que reconnecter son âme, développer son intelligence émotionnelle, son intelligence du cœur, conduisait à un savoir-être qui amenait la joie, le bonheur, la présence et une reconnexion à son âme. Ensuite, j'ai découvert ce qu'on appelle les états d'expansion de conscience et je suis devenue une exploratrice pendant de nombreuses années de ces différents plans de conscience. En fait, ça revient à explorer son âme par des techniques diverses. Et aujourd'hui, j'enseigne, j'accompagne, j'aide. Je permets aux personnes, j'essaie du moins de permettre aux personnes de révéler qui ils sont vraiment, de reconnecter leur vraie nature, ce que j'appelle moi le « je suis », de reconnecter leur âme et d'aller vers leur mission de vie, leur projet de vie, leur plein épanouissement. En fait, mes stagiaires disent que je suis une éveilleuse d'âme. Voilà. Voilà, c'est ce qui était mentionné effectivement dans les annonces. Valérie m'avait envoyé un petit message en disant « médecin ouverte à l'âme ». Donc, c'est une belle signature. Alors, je vais reprendre… donc, merci Catherine. Je vais prendre les premières questions. Donc, quelqu'un qui nous disait là tout à l'heure, pouvez-vous parler des synchronicités désagréables ? Il parle des obstacles en fait qui sont rencontrés et se pose la question de savoir s'ils sont toujours signes qu'on est sur un chemin qui ne convient pas et que ces synchronicités désagréables sont là justement peut-être pour l'inviter sur un autre chemin, ou bien alors est-ce que ces difficultés elles sont là juste pour permettre de grandir ?
Alors, je ne sais pas qui a envie de s'y coller, Yasmine ou Non, je vais Catherine. laisser Catherine, je pense. Ouais. Alors, on parle de synchronicité plutôt dans des situations positives. Quand ce sont des difficultés, ce ne sont pas des synchronicités, ce sont des petites épreuves, des souffrances qui nous amènent à plus d'intériorité et puis peut-être à se poser des questions sur le chemin qu'on prend. Si on prend le chemin juste, si on est centré, si on est connecté à son âme, c'est toujours positif, c'est toujours dans la joie, c'est toujours dans le présent et c'est toujours dans la facilité. Dès l'instant où ça devient difficile, c'est important de se poser la question, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Quelles sont mes peurs? Quels sont mes doutes? Quelles sont mes croyances? Quelles sont mes limitations qui font que je rencontre ces difficultés-là? Et à ce moment-là, on peut réorienter. Et à ce moment-là, la vie nous accompagne et les vraies synchronicités positives arrivent. Voilà ce que je pense par rapport à cette question. Si Est-ce tu que veux le fait, ajouter... justement, qu'il y ait beaucoup d'éléments désagréables, justement, c'est pas la vie qui insiste pour dire, enfin, entre guillemets, pour dire c'est pas le bon chemin, c'est pas le bon chemin. Moi, je pense que la vie veut le meilleur pour nous et que ce qui est désagréable, c'est nous qui l'attirons. C'est pas la vie qui le met sur notre chemin. Je pense que c'est la résultante de notre état intérieur, de notre conscience, de notre ouverture de cœur, sont les difficultés que nous rencontrons dans la vie, mais je ne pense pas que ce soit la vie qui les mette sur notre chemin. Je pense que quelque part, nous sommes créateurs à chaque instant de notre réalité. Et donc, cette réalité, elle est à l'image de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de ce que nous manifestons, de notre connexion à notre âme, à notre cœur, à notre joie profonde, à notre amour. Et à ce moment-là, dès l'instant où on est centré sur cette dimension, ce « je suis » sur notre âme, c'est beaucoup plus facile. Tout est en harmonie, tout se fait dans la douceur, dans la légèreté. Et moi, je pars du principe que quand les épreuves arrivent, c'est vraiment le moment de faire une pause et de regarder et surtout de mettre son repère à l'intérieur. D'aller voir ce qui ne va pas, ce qui gêne, ce qui coince, pour essayer de réorienter. Ce n'est pas une fatalité. Après, c'est vrai que parfois c'est difficile pour des gens qui n'ont pas forcément une ouverture à la spiritualité ou des gens très fragiles ou qui vivent vraiment des épreuves très difficiles comme la maladie, comme des problèmes financiers, comme des traumatismes, de pouvoir spontanément d'emblée se dire je suis créateur de ce qui m'arrive et les épreuves, c'est parce que je ne suis pas dans un bon état d'esprit. Donc, je crois que moi, je dirais peut-être que c'est peut-être un peu comme dans la musique. Je pense aux improvisations quand un virtuose arrive à un état de transe ou de fluidité musicale et il peut y avoir des improvisations, des jam sessions de jazz par exemple, où il y a une espèce d'harmonie qui se fait entre les musiciens parce qu'il y a un état d'esprit, une ouverture, une fluidité qui s'instaure par cette écoute, par cette transe collective qui peut faire que quelque chose de beau va se créer. Dans notre vie, il y a des moments comme ça, et puis il y a des moments où effectivement on a des épreuves. L'idée, c'est peut-être de cultiver l'état d'esprit qui va faire que parmi l'épreuve, au milieu de l'épreuve, je vais avoir une grille de lecture de l'épreuve qui va me faire avancer. C'est aussi ça, c'est peut-être... c'est pour ça que je dirais quand il y a des synchronicités ou des choses difficiles, ça ne veut pas forcément dire qu'on est à côté de la plaque dans sa vie. On peut les transformer, en fait, ces épreuves en apprentissage, en cheminement de sagesse, de connaissance de soi. En tout cas, je pense que voilà, c'est peut-être l'état d'esprit qui peut transmuter les difficultés. Voilà, ok, un peu dans la même veine, il y a Christine qui nous demande est-ce que l'âme n'est pas devenue un fourre-tout pour beaucoup d'éléments différents entre psychoanalyse et spiritualité? Moi, personnellement, je ne dirais pas fourre-tout parce qu'il y a quelque chose d'un peu critique ou négatif, mais personnellement, c'est vrai que dans le terme de l'âme, je sais qu'on peut y mettre plusieurs définitions, plusieurs choses. Je ne dis pas que c'est un fourre-tout, c'est que c'est quelque chose de vaste et qui finalement, je pense que le plus important, c'est voir comment ça résonne pour soi, surtout. Moi, personnellement, je pense que quand je dis mon âme, peut-être que mon ressenti, mon vécu est peut-être pas la même chose qu'une autre personne qui peut-être
a l'impression que son âme s'exprime quand il peint ou il crée, ou quelqu'un d'autre pensera à son âme après la mort. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas la même chose, mais c'est que c'est comme la poésie. Si on devait définir la poésie, voilà, ce serait très compliqué. Il y a des mots peut-être qui sont plus de l'ordre du subjectif et du ressenti, et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de sens. Mais c'est mon avis. Après, Catherine, je sais que tu connais encore mieux. Non, je suis OK, oui, oui. Disons que c'est très difficile et en fonction des cultures, en fonction des égrégores, c'est difficile de définir l'âme. Il y en a qui définissent l'âme, d'autres l'esprit, d'autres qui font l'amalgame entre les deux, d'autres qui font la séparation entre le corps, l'âme et l'esprit. Définir l'âme, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est pour ça que le film de Valérie est tellement magnifique, parce qu'il nous permet d'avoir une meilleure compréhension. Mais ce n'est pas un fourre-tout quand même. Je trouve que c'est un mot un peu difficile. Et je dirais que l'âme, elle est porteuse de notre essence, de qui nous sommes et de ce qui passe de l'autre côté, de ce qui continue à vivre et ce qui nous permet de continuer des expériences de l'autre côté du chemin. Donc, c'est difficile de dire que ça devient un fourre-tout pour moi. Ok, donc on nous demande après, là on a des questions liées à l'actualité. Faut-il être dans l'acceptation de ce qu'on nous amène à vivre sous prétexte de cette pandémie ou dans une lutte pour faire évoluer cette situation? Et si oui, quelle serait la meilleure forme pour orienter l'avenir vers le meilleur de l'homme? Wow. Alors là, qui s'y colle? Question. Moi, je sais que personnellement, j'ai de plus en plus de mal à donner des conseils aux gens sur ce qu'ils doivent faire ou pas faire, parce que qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. J'ai de plus en plus de mal à avoir des positions tranchées, voilà. Mais je pense que de toute façon, je pense que la notion d'âme ou de chemin personnel, d'individuation, elle nous aide dans les difficultés à justement, pour moi, sortir de la pensée binaire, en fait, de justement sortir pour aller rencontrer ce qui est juste pour nous, parce que on n'est pas obligé de savoir s'il faut faire telle chose ou pas telle chose, s'il faut être contre ceci ou contre cela. On voit bien, moi j'ai l'impression aujourd'hui que ça crée beaucoup de clivages, la situation, mais je connais beaucoup de gens qui sont justement pas dans des clivages et dans des difficultés ou des conflits, parce que grâce à cette sagesse intérieure qui fait qu'elle peut englober tout avec bienveillance. Donc c'est une forme d'intelligence, de la complexité pour moi. Donc après, chacun trouvera des réponses. Moi personnellement, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il faut dire, ce qu'il faut conseiller dans la situation actuelle, si ce n'est trouver sa paix intérieure. Ouais. Que chacun fasse comme il sent au plus profond. Il n'est pas question de donner des conseils sur ce qui est bon, sur ce qui n'est pas bon. J'ai connu un maître indien qui disait, dans une situation comme celle-ci, pose-toi toujours la question, qu'est-ce que toi, à ton niveau, tu peux faire? Qu'est-ce que moi, à mon niveau, je peux faire face à une pandémie comme ça? C'est déjà remettre le repère à l'intérieur, à l'écoute de soi, pour voir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon pour moi, et puis se mettre aussi à l'écoute des autres, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de souffrance tout autour de nous, beaucoup d'isolement, beaucoup de difficultés, beaucoup de gens je dirais, qui pètent les plombs. Je vois ça autour de nous, dans les milieux professionnels que je fréquente. Donc, c'est l'occasion de se centrer encore plus sur le cœur et d'être encore plus à l'écoute, encore plus dans ce que moi j'appelle dans ma mission de vie le service. Je pense, pas juste un exemple personnel, je pense que moi j'ai pu faire des choix personnels pour ma propre santé et puis aussi ma vie professionnelle. Bon, je suis soignante à l'hôpital, j'ai fait des choix aussi pour préserver peut-être les autres, mais il y a par exemple des soignants qui n'avaient pas fait les mêmes choix que moi et qui, certains ont vécu des choses très difficiles. Mon cœur et mon âme m'invitaient à les soutenir et à défendre et à continuer à défendre leur position, leur libre choix. Voilà, donc encore une fois, ma posture, elle est complexe. Elle est à la fois mon chemin, mais en même temps de soutenir ceux qui sont en difficulté, en souffrance. Voilà, il n'y a pas. Vraiment, je pense qu'on doit agir avec son âme et son cœur du mieux possible dans l'amour.
Ok, merci. Alors, quelqu'un après qui nous demande, à votre avis, est-ce que notre âme choisit son chemin d'incarnation sur Terre, les épreuves qu'elle va vivre sur Terre, et comment sait-on, selon vous, que nous vivons bien ce que notre âme a prévu pour nous? Et du coup, qu'en est-il du libre arbitre de l'humain? Est-ce qu'on a un libre arbitre ou tout a été décidé avant notre arrivée terrestre? Merci de votre point de Voilà. vue. Voilà, je veux bien répondre, à moi que… Oui. Vas-y. Alors, je vais donner les approches des maîtres indiens que j'ai fréquentés. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Avant de venir sur Terre, vous choisissez votre vie, vous choisissez votre incarnation. Vous choisissez, je dirais, presque par contrat, les personnes qui vont vous accompagner. Il est même possible qu'une personne, un être qui vous aime profondément, tellement qu'il va choisir de jouer le mauvais rôle dans votre vie d'incarnation sur la Terre par amour pour vous. Voilà ce que disent les maîtres indiens. Tout est préparé, tout est organisé, comme s'il y avait avec plein de possibilités différentes en fonction des choix de vie qu'on va faire, des décisions qu'on va prendre. Je dirais que notre liberté dans tout ça se résume juste à deux choses. Soit je dis oui à la vie, c'est-à-dire je suis centrée sur qui je suis, sur mon âme, et j'essaie de donner le meilleur de moi-même, d'être intègre, d'être responsable, d'être authentique, et puis de partager. Soit je dis non à la vie, et à ce moment-là, je vais vivre dans mes peurs, dans mes doutes, dans mes limitations, dans mes craintes, dans mes difficultés. Notre liberté, elle est là. Tout le reste, d'après ce que j'ai étudié en Inde avec les maîtres, est prévu. Donc, notre libre arbitre, on a toujours le choix de dire oui ou de dire non à la vie, d'être centré ou d'être décentré, d'être créateur de valeur ou de ne pas l'être. Notre liberté, pour moi, elle se résume à ça. Tout le reste est prévu et organisé. Nous avons choisi nos parents, nous avons choisi notre fratrie, nous avons choisi les personnes qui vont nous aider, nous faire grandir, les rencontres. Voilà ce qui m'a été dit dans mes études en Inde. Voilà. C'est impressionnant quand je raconte ça en conférence, quelquefois, je dis, ça heurte. Les gens disent, mais enfin, c'est pas possible, je ne peux pas avoir choisi ce père-là qui m'a fait tant souffrir ou qui m'a violée. Eh bien, je leur réponds, si. Voilà ce que disent les maîtres indiens. Je n'ai pas cette science infuse, c'est ce qui m'a été enseigné. Voilà. Je veux bien rajouter quelque chose. Déjà, ce que tu viens de dire, Catherine, c'est confirmé par, en tout cas, les études qui sont faites sur les enfants, sur la réincarnation, sur les enfants quand ils commencent à parler. C'est étudié à l'université de Virginie aux États-Unis. Il y a des enfants, quand ils commencent à parler, racontent donc une vie antérieure qu'ils auraient vécue et racontent le personnage, la personnalité qu'ils ont été. Et certains disent avoir choisi leurs parents, avoir choisi leur famille. Donc ça, ce sont effectivement les enfants. Il y a aussi les médiums. Je dirais que tous les médiums du monde entier disent ça également. Donc ils sont en contact direct avec des défunts, avec des âmes de l'au-delà, avec des guides. Et effectivement, c'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort aussi des régressions sous hypnose qui permet d'aller voir entre deux vies. Voilà. Donc il y a plusieurs études ou en tout cas j'ai témoignages qui disent la même chose, qui disent ça, effectivement. Voilà, qui confirment ça. En tout cas, les états d'expansion de conscience, tous les outils qui permettent d'aller dans ces états, permettent d'aller explorer ces dimensions avant notre incarnation et d'aller chercher notre mission d'âme, le pourquoi on a choisi ce père-là, pourquoi on a choisi cette mère-là, pourquoi cette famille, pourquoi cette histoire-là. On peut retrouver ces mémoires en allant dans des états d'expansion de conscience et remonter jusqu'avant la conception. Et on reçoit beaucoup d'informations. Ok. Peut-être que, Catherine, vous faites allusion à des régressions que vous avez faites au sein de l'Institut Monroe, non? Pas du tout. Alors, les outils Monroe sont des outils pour aller en expansion de conscience, mais il y a plein d'autres outils. Oui, j'ai été formée en partie, mais j'ai été formée par beaucoup d'autres techniques. Ok.
Jerry qui nous dit « Quand on est connecté, on reçoit les vibrations de notre âme et cela sans effort, pas besoin de méditation en ce qui le concerne, simplement être en connexion. Mon âme m'écoute et répond par ces vibrations. » Une question, parce que je les prends des deux côtés. Quelqu'un, donc Max, qui demande comment devenir toujours plus conscient du miracle perpétuel qu'est la vie. Alors, le film, il répond quand même pas mal. Est-ce que vous voulez ajouter des choses? Peut-être sur ce sujet, je peux encore parler. Moi, c'est délicat pour moi d'aborder des choses qui sont trop spirituelles, parce qu'étant en exercice à l'hôpital, et puis le monde médical classique n'est pas toujours est très prudent, et tout ce qui n'est pas matériel et qui ne peut pas être vérifié. Voilà. Donc, je ne prends pas de position et de certitude sur certaines choses, mais là, je peux peut-être en tout cas donner ma propre réponse, et qui sera complétée par Catherine, bien sûr. Moi, ce que je sais, en tout cas, que ce soit pour moi ou à travers ce que j'ai pu lire, ou à travers ce que j'enseigne pour tous mes patients, puisque j'ai quand même souvent des personnes qui sont en grande souffrance, détresse, désespoir, dépression, et comment redonner la joie de vivre et le goût de vivre, enfin, si c'est possible, c'est pas toujours possible, mais en tout cas, comment faire pour ramener justement de l'enthousiasme et commencer à voir la vie comme une merveille à chaque instant. Pour moi, effectivement, le chemin, c'est la méditation de pleine conscience, c'est ce qui est le plus balisé, protocolisé, voilà. Mais au-delà de ça, au-delà de cet outil, c'est effectivement se réveiller à la réalité, en fait, de l'instant, quel qu'il soit. Souvent, notre mental est confus et on est dans des abstractions, le passé, le futur, où on se pose des tas de questions sur soi. Et même quand on ressent des choses, parfois le mental, il s'empare de ça, il raconte toute une histoire en boucle qui fait que ça nous coupe du ressenti pur et brut du corps, des sensations. Et je crois que vraiment tout le travail, il est de ramener à la perception sensorielle, que ce soit par le souffle, par la respiration, par le corps, l'art aussi. Je pense par exemple à travailler la terre, l'argile, etc. Voilà, je pense que tout ce qui nous ramène au vivant par l'essence et non pas par l'abstraction mentale, est le meilleur guide. Après, il y a énormément d'outils, bien sûr, mais pour moi, en tout cas, le plus simple, c'est déjà de travailler la sensorialité et l'ouverture à l'instant présent. Après, bien sûr, il y a effectivement cette connexion, je pense. Le chemin d'individuation de Jung qui nous reconnecte à notre âme, c'est aussi un travail psychologique profond sur la psychologie des profondeurs qui aide à rencontrer qui on est. Je pense qu'on est plus heureux et plus en lien avec la vie quand justement on est pleinement soi-même. Donc ça aide aussi. C'est les deux pans, en fait. Mais bon, je te laisse, Catherine. Okay. Non, c'est beau, c'est parfait tout ce que tu viens de dire. Ouais. Mm-hmm. Oui, il y a d'un côté, il y a le travail sur soi qui permet de reconnecter son soi profond, son je suis, et de le manifester, et de retrouver sa vraie nature de joie, d'amour, de lumière qui se manifeste dans la vie dès l'instant où on l'appelle et où on y est connecté. Et puis d'un autre côté, il y a toutes les pratiques, et bravo pour cette connexion au corps, reconnecter le corps, le ressenti d'abord pour quitter le mental, parce qu'on est coincé dans notre mental. Et je ne vais pas reprendre tout ce que tu as dit, mais c'est vraiment parfait, c'est vraiment bien tout ça. Après, il y a le yoga, la respiration, la méditation. Et puis, je dirais aussi, il y a quelque chose de très fort qui nous connecte à notre âme, c'est la gratitude. Exprimer la gratitude à chaque instant de vie, chaque rencontre, chaque beauté rencontrée, chaque fleur, chaque oiseau. Exprimer la gratitude, ça fait chanter notre âme. Ok, merci Catherine. Une question pour toi, Valérie, parce que quelqu'un, donc Mélanie, nous demande comment réussir à relier le chemin spirituel et carrière professionnelle dans notre société axée sur le mental et le matériel. Alors, je te pose la question à toi parce que c'est un vrai sujet, ça sera le sujet du prochain film, justement. Oui, alors on en a donné un petit aperçu de 4 minutes à la fin du film.
Ou déjà, par exemple, il y a Frédéric Lenoir qui dit « mais on peut tous mettre de la spiritualité dans notre travail ». Déjà, en le faisant en conscience, le travail bien fait, et puis aussi, parce que déjà, ça, voilà, en présence, et puis aussi en étant agréable, en étant bienveillant, par exemple, en divulguant, en prodiguant des valeurs comme l'entraide, par exemple. Aider, ça peut être aussi… Alors, ça, c'est une partie d'action. Il y a une partie d'action. Il y a quelqu'un, par exemple, dans le film que je suis en train de faire, qui dit ben, moi, j'étais dans un milieu extrêmement stressant et où il y avait une pression de dingue. Et je me suis dit, ben, pour survivre, il va falloir que je mette de la spiritualité chaque jour. Et chaque jour, elle faisait une bonne action. Donc, elle donnait un compliment ou elle aidait quelqu'un. Voilà. Et ça lui permettait, si vous voulez, de se sentir vivante, en fait. Après, il y a la pratique spirituelle qui va faire qu'on va être beaucoup plus intuitif. Parce que la connexion à l'âme, la connexion intérieure à la conscience corporelle, donc ce retour au corps, ça permet aussi de développer l'intelligence intuitive. Et donc d'avoir une deuxième intelligence, en fait, et de mieux sentir les choses, de mieux sentir les gens, de mieux sentir les marchés, de mieux sentir ce qui va se passer, en fait, et de mieux appréhender le futur. Ok, mais peut-être que la question sous-jacente que je pressens, c'est précisément comment vivre une spiritualité dans un monde qui ne reconnaît pas ces valeurs-là et pour lesquelles il n'y a que la réussite, le matériel, l'argent, la reconnaissance sociale, le statut, etc. etc. Ouais. Je peux dire un mot? Ah ben, certainement. Je pense que une chose importante, c'est en étant témoin. Être témoin, c'est être, je dirais, exemplaire, entre guillemets, manifester cette spiritualité au quotidien. Et cette attitude, ce savoir-être impacte l'environnement. C'est comme un morceau de sucre qui va donner du goût à l'eau de l'environnement quand on met un morceau de sucre dans un verre. J'ai fait l'expérience de former pendant pas mal d'années des groupes de managers dans des très grosses entreprises internationales et notamment dans des laboratoires pharmaceutiques. On les formait au savoir-être avant de les former au savoir-faire. Eh bien, former des équipes de dirigeants, des équipes de cadres, des équipes de management au savoir-être, ça amène de la spiritualité de façon invisible, mais extrêmement efficace dans le monde de l'entreprise. Plus de bienveillance, plus de communication dans le cœur, plus de respect, moins de jugement, moins de stress et beaucoup plus de performance dans les résultats. Donc, c'est rien que ça, former au savoir-être, et ensuite être témoin dès l'instant où on a été formé. Essayer d'être le plus exemplaire possible par rapport à ces valeurs-là. Ça, c'est l'expérience que j'en ai eue. D'accord, mais les entreprises qui sont ouvertes à des formations des managers sur le savoir-être, c'est déjà toutes. Bon. J'ai jamais eu, j'ai travaillé dans tous les milieux, des grands groupes du CAC 40, j'ai travaillé dans des petites entreprises, dans des moyennes entreprises, dans des collectivités territoriales, dans des entreprises publiques. Partout, le savoir-être, quand on forme au savoir-être, ça décuple la qualité du savoir-faire. Et c'est accepté partout. Après, il y a un langage, il y a un discours qu'il faut avoir qui n'est pas branché spiritualité. Il faut que ce soit un discours qui soit acceptable par tous. Mais ça, j'en ai eu l'expérience pendant de nombreuses années. Ok, merci. Ibtissem qui nous demande quand savoir que c'est mon âme qui me parle ou que c'est mon ego. Comment faire la différence? Quand c'est mon âme qui me parle, je suis dans la joie. Je suis dans le présent. Je suis dans l'amour et dans la légèreté, dans la facilité. Alors, c'est pas... Oui, vas-y. Non, je dirais que c'est pas toujours si simple en fait, parce que parfois moi, quand c'est mon ego, je suis dans la joie aussi, mais une joie qui est un peu peut-être passagère, illusoire et qui va retomber, mais c'est vrai que c'est pas parfois. Je pense à moi il y a quelques années, enfin je pense beaucoup moins maintenant, mais je vois aussi des gens, des amis, qui des fois quand une espèce de sentiment de réussite de quelque chose, que ce soit une félicitation au travail ou une rencontre amoureuse qui vont être dans une exaltation et une joie qui paraît être juste, mais qui en même temps, c'est subtilement quand même
valorisation personnelle ou narcissique dont on ne se rend pas compte, enfin, pas toujours. On a l'impression, par exemple, quand on a réussi quelque chose, que c'est ça. Puis, en fait, c'est subtil de voir que c'est peut-être quand même mon orgueil ou mon narcissisme qui est flatté et que ça ne va pas tenir la route longtemps, alors qu'effectivement, les joies de l'âme sont des joies qui ne retombent pas. Par exemple, si j'écoute certains chants spirituels ou lyriques ou qui touchent profondément mon âme, ça ne va pas se tarir. Ces chants me transporteront toujours et ce n'est pas quelque chose qui va disparaître. Mais je dirais juste que j'ai l'impression que ce n'est pas si simple, en tout cas. Voilà, mais c'était un peu juste ma petite prudence par rapport à ça, mais effectivement, enfin, je ne suis pas sûre que ce soit si simple de faire la part des choses. Après, je ne sais pas, toi, comment tu aides justement, quels sont les indices que, oui, tu as dit là, tu as parlé d'amour en fait, c'est ça? C'est une joie avec amour, c'est ça la différence. C'est quand il y a de l'amour dans le cœur que… Et sans qu'il y ait de choses extérieures. Mm-hmm. Parce que là, par exemple, Yasmine, tu parlais de choses qui t'arrivent. Ouais. Donc, alors que cette joie, il n'y a rien à l'extérieur qui nous l'a donnée. C'est ça. L'ego, il est dépendant de quelque chose, soit de choses matérielles, soit d'un compliment, soit de… Dépendant. Le mot est vraiment très bien. Ouais, c'est ça. Alors que l'âme, elle se réjouit. Elle se réjouit des expériences de la vie, elle se réjouit des rencontres, elle se réjouit des événements, elle se réjouit des réussites. Là, c'est pas de l'ego. Ouais, et puis parfois, elle se réjouit de rien. Des fois, l'âme, elle est toujours dans la joie. Elle est dans la joie de venir faire l'expérience de la vie. Et quelle que soit cette expérience, elle vient sur la planète Terre dans une immense matrice de jeu et elle s'éclate en vivant les expériences sur la Terre. Là, on entre dans des considérations un peu plus difficiles sur le plan de la spiritualité. Alors, je passe à la question suivante de Sophie, qui nous dit, elle est un peu longue, je trouve que l'on passe beaucoup plus de temps à expliquer ce qui se passe quand nous sommes en lien avec notre âme et les moyens pour s'y relier, et qu'on met plutôt de côté ce qui se passe concrètement durant le voyage initiatique, c'est-à-dire traverser les épreuves et les émotions en profondeur, comme si on mettait la part d'ombre sous le tapis, alors qu'il me semble qu'il s'agit aussi d'un chemin qui est courageux pour accéder à notre âme. Qu'en pensez-vous? Je peux peut-être te donner un peu mon avis, et après toi aussi, mais je pense qu'on va être en accord. Mais juste parce que sur ce point, en tout cas, évidemment, que ce soit mon expérience personnelle ou tout ce que j'ai pu expérimenter ou les gens que j'ai pu accompagner, la traversée pour aller rencontrer qui on est vraiment, elle est extrêmement difficile et extrêmement douloureuse. Et je cite souvent un auteur américain qui a très très bien écrit ça, c'est Almas, donc A.H. Almas, qui est un thérapeute iranien soufi et psychothérapeute donc américain qui a créé l'approche diamant. Et il a un ouvrage qui s'appelle The Point of Existence et où il parle de passer du narcissisme à la réalisation de soi. Et c'est un ouvrage de 600 pages sur toutes les étapes de ce cheminement et où il explique que c'est comme une spirale où en fait régulièrement on tombe dans des havres de plus en plus difficiles parce qu'il y a de plus en plus de clarté sur les conditionnements, les mémoires, l'enfance, les traumas, etc. Et qu'en plus, plus on tombe dans ce vide de l'identité, plus on a besoin de se revaloriser, voire même de consommer des fois des addictions, etc. Donc on peut même avoir une augmentation même des réactions narcissiques, de la recherche de reconnaissance, de la fragilité, des vulnérabilités qui vont augmenter dans cette quête de soi. Et c'est d'ailleurs, ça rejoint ceux qui critiquent la méditation de pleine conscience, qui peuvent dire que ça fait aller plus mal. C'est vrai que quand on commence à méditer, on commence à regarder ses ombres, ses peines, ses douleurs, et on peut pleurer toutes les larmes qu'on n'avait pas pleurées, on peut voir en face le tragique de la vie, sa fragilité, etc. Donc pour moi, évidemment, l'ombre fait partie du chemin, voire même c'est quand on a vraiment plongé dans toute son ombre que la lumière peut apparaître. Donc pour moi, le chemin est douloureux. Enfin, voilà, douloureux, mais pas. Oui. Je dis souvent, la lumière découvre l'ombre.
plus je me connecte à mon âme, plus je médite, plus je pratique, plus je vais faire remonter les parts d'ombre et plus elles vont devenir visibles, plus je vais en être conscient et plus je vais pouvoir les traverser et les réparer et les nettoyer en fonction de ce qu'il y a à faire. Et donc, cette connexion à l'âme permet aussi d'aller de plus en plus loin et de plus en plus profond. Plus je monte en conscience, plus je monte en vibration, plus je descends dans le sombre, plus je descends ce que mes stagiaires appellent le plus noir que noir. Ils appellent ça comme ça. Et c'est vrai que c'est un voyage extrêmement courageux et c'est un voyage indispensable pour reconnecter son âme. Pour moi, ça passe par là. D'accord, donc en fait, on peut résumer ça en disant que à partir du moment où on fait ce chemin, on va nécessairement rencontrer des zones d'ombre. Nos pardons, oui. De façon Ils vont très se concrète. découvrir. Ouais. Pour en donner un exemple concret, peut-être parce que des fois, ça paraît être des phrases abstraites et dans le quotidien, on ne sait pas comment l'appliquer, mais j'avais une amie, elle me racontait ses déboires amoureux. Et ces déboires amoureux qui se répètent, et très douloureux, et très traumatisants, avec une espèce de désespoir de régulièrement retomber dans le même schéma. Et alors, je donne de moins en moins de conseils à mon entourage. Je ne dis plus rien parce que c'est toujours, des fois, ça peut être délicat, ça peut être vécu. Les gens sont pas toujours prêts. Et puis, j'évite d'avoir cette posture du thérapeute qui donne des conseils. Mais là, je pouvais. Et j'ai juste dit, mais ce serait intéressant peut-être de regarder qu'est-ce qui se joue, pourquoi ça se répète et quelles sont les blessures qui peuvent faire que peut-être les choix que tu fais se répètent, les types de personnes, les types de relations, et d'aller regarder et mettre de la lumière. Il faut peut-être d'abord commencer à te connaître avant d'espérer trouver la relation idéale. Et c'est une personne qui n'a pas fait de chemin personnel encore du tout, ni thérapie, ni tout ça. Voilà, ça c'est peut-être pour elle la première étape, ça va être de dire je veux sortir de la répétition des schémas et des scénarios de vie que je répète, j'aimerais bien connaître et comprendre, c'est le connais-toi toi-même, c'est le début. Et donc d'aller regarder, de se poser, de dire qu'est-ce qui se joue là maintenant pour moi, c'est pas toujours glorieux, même au niveau de notre ego et de notre orgueil, de se dire en fait, ça se trouve, je cherche aussi à me faire du mal parce que je veux me saboter, parce que par loyauté vis-à-vis des générations d'avant, je ne m'autorise pas en tant que femme à avoir une vie amoureuse, etc. Alors, quand on prend conscience de ce genre de choses, on est effondré et on a l'impression que c'est un terrassement, donc forcément, mais c'est le début et c'est ce chemin-là. Donc très concrètement, porter le regard, voilà, c'est pas toujours facile. Donc, une question qui rejoint celle-là, alors je n'ai pas son prénom, c'est quand l'ego est très contrôlant car il y a eu beaucoup de blessures et qu'il censure l'accès à l'âme, quel conseil pour s'y connecter? Voilà. Alors, c'est très difficile, c'est travailler le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi qu'il se passe, quoi que j'ai à vivre, j'accepte. C'est douloureux, c'est difficile, je respire à travers cette épreuve et cette expérience. Je fais confiance à la vie et je donne le meilleur de moi-même à chaque instant. Voilà comment se définit le lâcher-prise. Et quand l'ego devient fort, puissant, prend le contrôle, eh bien, travailler ce lâcher-prise, c'est ce qui va aider de plus en plus à lâcher cet ego. Alors moi, je Il sera moins contrôlant. Il y aura moins de contrôle. Voilà. À toi, Yasmine, excuse-moi. Oui, excuse-moi, c'est juste pour compléter, c'est pas du tout juste en tant que psychiatre, je dirais qu'on a des outils aujourd'hui et c'est important parce que ça fait partie des choses que j'aime transmettre quand je prends la parole ou que j'anime quelque chose. On a des outils pour guérir des traumas et du psychotrauma. Il y a vraiment aux États-Unis beaucoup de travaux qui ont été faits avec des techniques très efficaces et très utiles pour que parce que tant qu'on n'a pas guéri ses traumas avec certains outils qui sont corporels et qui ne sont pas mentaux parce que le mental il peut rien faire, en fait les gens sont enlisés des fois dans leur mémoire traumatique. Et il y a Peter Levine, Bessel van der Kolk, enfin c'est des Américains qui ont fait tout un travail remarquable avec des techniques de libération des mémoires traumatiques. Et je pense, moi j'ai vu vraiment des gens qui étaient figés, qui étaient coincés et malgré les thérapies tout ça, et vraiment ces outils ont pu. Alors il y a le MDR aussi, moi je fais pas, mais ça fait partie des outils qu'on a. Je pense qu'il faut
des fois, tout seul, malgré tout, ça dépend à quel degré, mais quand on a vécu des choses qui sont restées ancrées dans le corps, comme des abus sexuels, des violences, etc., il faut être aidé et il y a des choses qui boostent un peu parce que des fois, des années de méditation ne vont pas suffire et on va se sentir en échec, on va avoir l'impression que ça ne sert à rien ou d'être impuissant et parce qu'en fait, on n'a pas été aidé sur les reviviscences, il faut se réexposer aux scènes traumatiques. C'est des techniques il faut être vraiment avec des gens très expérimentés, très bienveillants et qui sont très formés, mais on réexpose aux scènes et on remodifie même. Les états d'expansion de conscience permettent de faire un travail extraordinaire de réparation sur l'ensemble des mémoires, depuis, je dirais, la conception jusqu'à l'âge adulte. On va retrouver les scènes, on va les revivre, les retraverser les émotions, et on peut les réparer, parce qu'on va chercher la personne blessée, l'enfant, l'adolescent, l'adulte, on les emmène dans la lumière, on les répare, on les remplit d'amour, on les remplit de lumière, on les ramène dans le cœur. C'est un travail magnifique, ça fait des années que je pratique ces outils, et comme le MDR, comme plein d'autres, sont des outils extraordinaires qui permettent vraiment de guérir tous les traumatismes, y compris les pires, c'est-à-dire les viols, les incestes, y compris les gros traumatismes. Ça fait des années que je travaille avec ces outils-là. Ce qui est intéressant avec ton approche, c'est que c'est une approche globale et continue. C'est-à-dire que ce n'est pas juste on travaille sur les traumas ou juste on travaille sur les émotions. Non, c'est la globalité pour pouvoir être connecté à son âme. C'est un travail qui est à la fois psychologique, qui est à la fois analytique, qui est à la fois énergétique, qui est à la fois spirituel. Ça touche la globalité de l'être, avec son corps, avec son cœur, avec son mental et avec sa dimension intuitive et la dimension supramentale. Ok, allez, on avance un peu dans les questions parce qu'elles s'empilent. Bruno qui nous demande comment avoir fait passer les tests sur l'alignement des chakras. Donc, je vous ai mis les coordonnées de Catherine Frad, Steliax. C'est elle qui fait ça sur le Valois-Perret, mais il y en a certainement d'autres. Mais en tout cas, c'est elle qui intervient dans le film. Alors, après, à quelques jours de son décès, il y a 3 mois, mon fils adoptif de 28 ans, indien, qui avait des dons pour aller dans son ancienne vie, s'est effondré en larmes lorsqu'un ami l'a pris dans ses bras et il a dit « J'ai reçu de l'amour ». C'était très, très intense. Cet ami l'avait soigné un peu dans un autre hôpital. Il ne s'était pas revu durant 1 an. Cet ami, plus âgé que mon fils, est très spirituel et a eu besoin de le recontacter. Et lorsque mon fils l'a retrouvé, mon fils a dit « Toute ma vie, j'ai eu un manque et depuis que j'ai retrouvé Georges, donc qui était un aide-soignant, je n'ai plus ce manque. Quel était donc ce manque? Je suis très heureuse que mon fils ait pu vivre cela avant de partir, des moments d'exception. » Alors, quel était ce manque? Bon, la réponse, j'ai envie de la donner, mais ce n'est pas à moi. C'est l'amour, il avait reçu. C'est l'amour. L'amour est la seule réponse. Ben oui, c'est ça. Il avait reçu l'amour est la seule accueil. Réponse. Quelle que soit la situation, l'amour est la seule réponse. Il n'y a pas d'autre réponse que l'amour. Alors, Angélique, ensuite, qui nous dit « Bonsoir à tous, j'ai vécu une expérience lors d'un stage en tantra. À la fin du massage, j'ai émis un cri profond d'une telle force que j'ai eu cette sensation que c'était un cri de l'âme. Qu'en pensez-vous » Je ne sais pas. J'étais pas. C'est compliqué parce qu'on n'est pas à sa place. Ça peut être plein de choses différentes et comme on ne sait pas le contexte, je peux rien dire. Après, ça me fait penser à un film, enfin une série que je viens de voir sur Netflix, parce que des fois, je regarde rarement des séries, mais là, j'étais intriguée. Ça s'appelle… non, c'est pas Netflix, c'est une autre plateforme de films. C'est sur Amazon Prime, voilà. Je leur fais de la pub. Et ça s'appelle Nine Perfect Strangers. Donc, c'est 9 étrangers qui viennent dans un lieu de retraite de méditation. Et le gourou, c'est une femme, c'est Nicole Kidman, et elle les emmène petit à petit à se reconnecter à qui ils sont vraiment. Et il y a une scène comme ça où ils crient, ils hurlent, enfin c'est vraiment où ils doivent se reconnecter à leur cri primal, et c'est assez chouette. Peut-être qu'elle peut regarder cet épisode en tout cas, parce que cette série, mais c'est très intéressant cette série et Alors,
on revient sur des remarques de sujets qu'on a abordés un peu plus tôt. Donc, je ne sais pas si c'est Christophe Eunier. Le désagréable ne peut-il pas être une blessure activée alors que nous sommes sur le chemin de notre âme? C'est un peu, on en a parlé là tout à l'heure. Donc, je crois qu'on a répondu à la question. Je vois cela comme une spirale, dit Sophie. Merci Yasmine et Catherine pour votre retour qui résonne beaucoup et merci pour la référence de l'auteur. Alors après, il s'agit de Céline. Quand je médite et que je me concentre sur les différents, alors différents quoi, je ne sais pas, je ressens une chaleur autour des divers chakras. C'est très agréable, c'est apaisant. Connaissez-vous de cette sensation? Est-ce l'ouverture des chakras? Je peux répondre. Quand oui. elle médite et qu'elle se concentre sur son corps énergétique, sur ses chakras, elle va activer la circulation énergétique et donc elle va ressentir tantôt de la chaleur, tantôt de la fraîcheur, tantôt des vibrations. C'est l'activation de l'énergie dans le corps. Dès l'instant où on commence à travailler sur soi en profondeur, à pratiquer la méditation, la respiration, on réactive toute l'énergie dans le corps énergétique et on la sent, on en fait vraiment l'expérience. Ça vibre à l'intérieur de nous. On peut vraiment sentir ces chakras qui tournent, qui vibrent. On peut sentir du feu dans les mains, des vibrations dans les mains, dans les paumes de main, dans les poignets, dans le cœur, enfin dans tout le corps. Ça se remet en route. La circulation revient. C'est très, très agréable. Alors, quelqu'un après Delcro qui nous dit la définition du lâcher-prise de Catherine, et notamment cette respiration à travers l'expérience, m'a beaucoup aidé et continue à m'aider. Pourtant, je faisais déjà de la méditation, mais je n'appliquais pas assez quand j'étais englué. Merci Catherine. Voilà, j'ai fait un stage de 2 jours avec toi. Merci, je regarderai, etc. Le tantra est aussi une voie qui accompagne la connexion à l'âme. Sylvain. Quelqu'un qui nous demande est-ce qu'il sera possible de revoir. Alors, à partir de demain, effectivement, vous aurez l'enregistrement de la conférence sur YouTube. Et puis, le film, je le redis pour tout le monde, est accessible pendant 3 jours, donc jusqu'à dimanche soir. Et j'en profite pour vous dire que le nombre de vues est égal au nombre de personnes, c'est-à-dire l'idée, ce n'est pas de transmettre le film à tous les copains, parce que sans quoi vous priverez ceux qui ont droit et effectivement, ils ne pourront plus y accéder. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. Je regarde dans les questions-réponses. Donc, Mélanie, oui, on avait vu. Il y a des questions qui sont revenues. Alors, faut-il être, Muriel, dans l'acceptation de ce qu'on nous amène à vivre sous prétexte de cette pandémie? En fait, il y a des questions qui arrivent 2 fois. Donc, écoutez, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour, sauf qu'il y a d'autres questions qui arrivent. N'hésitez pas. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Je croyais qu'il y en avait plein. Et puis, en fait, il y avait beaucoup de petites interventions qui fait qu'il n'y avait pas de réelles questions. Rémi, le lien de replay sera envoyé demain matin? Oui, je vais l'envoyer demain. D'accord, ok. Très Voilà. bien. En tout cas, merci Valérie d'avoir fait ce film qui interroge, questionne et qui est très bien fait, vraiment, puisqu'il explore un peu toutes les facettes. Vraiment, je suis contente d'avoir été intégrée parce que effectivement, je ne savais pas s'il allait aboutir et c'est chouette, quoi. Puis j'ai beaucoup aimé ton intervention, Catherine, tu es très présente dans le film et c'est vraiment chouette, c'est très clair, très pédagogique ce que tu dis et je pense que ça aide beaucoup de personnes. Quand ça a été projeté à Sarlat, j'avais très envie que des patients, des gens viennent parce que je pense que ça donne de l'espoir et de l'optimisme en tout cas, au-delà d'un côté spirituel que j'essaie d'éviter dans le monde hospitalier. Rien que de savoir que moi, en tout cas, la question de l'âme pour les patients, c'est l'espèce de, comment dire, de curiosité que j'ai pour l'autre, c'est justement parce que je sais que chacun est singulier et unique et qu'il a une âme propre et qu'il a un chemin de vie. Sinon, je ne pourrais pas faire mon métier si je voyais les gens comme des fous, des pas normaux, et puis voilà, il y aurait rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien. C'est des gens, les gens seraient vides. Et ce qui me donne la joie dans mon métier, c'est de savoir que chacun est une œuvre d'art et que mon travail, c'est de l'aider à cheminer vers qui il est. En fait, c'est ça qui est réjouissant, en fait.
Alors, Yasmine, dans le milieu hospitalier, est-ce que tu arrives à conseiller ce genre de film à tes patients? Pas encore, enfin, j'aurais voulu, donc j'avais voulu en faire communiquer au niveau de l'hôpital, mais ça coince parce que les gens disent qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est spirituel, l'âme, ça évoque le religieux. Mais oui, mais il y a des gens qui sont venus, et puis des soignants surtout qui sont venus, des infirmières, tout ça, ça leur parle. Et bon, on ouvre un peu la. Mais par contre, les psychologues, les psychanalystes, tout ça sont tout à fait ouverts. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment culturellement, la psychanalyse est quand même voilà, très imprégnée, je sais pas, effectivement de la question de l'âme. Donc, par contre, voilà, les autres courants ne sont pas toujours ouverts sous prétexte de science, de neurosciences, de rationalité, de cartésianisme. Et ben, on aboutit à une forme matérialiste de la médecine et de la psychiatrie. Et justement, on a voulu éradiquer un petit peu tout ce qui est de l'ordre du subjectif et du spirituel dans la médecine et dans la psychiatrie qui se veut de plus en plus médicale. Et je crois que la méditation de pleine conscience, elle pose question parce qu'elle rassemble tout ça, justement. Elle amène dans le monde scientifique quelque chose d'autre, et on sent bien que dans le silence, qu'est-ce qu'on connecte? S'il n'y a plus de mental, on connecte bien à quelque chose qui existe par-delà le mental. Donc, qu'est-ce qui existe quand on médite et qu'on fait ça pour les personnes dépressives? Qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste leur être et leur âme. C'est ça qui va marcher et qui va les guider. Donc. Et est-ce que vous ne croyez pas qu'il n'y a pas chez les médecins un risque de perte de pouvoir? Parce que tant qu'ils sont dans la rationalité, ils sont au sommet de la pyramide, c'est eux qui maîtrisent et qui contrôlent. Et dès lors qu'on rentrerait dans ces sphères-là, c'est plus eux qui ont la maîtrise. En tout cas, je vais te laisser Catherine, je dis juste que évidemment ça change la posture. Hein. Quand on médite avec les patients, ça veut dire qu'on est au même niveau. D'ailleurs, on parle maintenant d'approche transdiagnostique de la psychiatrie, c'est-à-dire qu'on gomme les notions de diagnostic de plus en plus et on dit finalement il y a des dimensions, finalement on a tous en nous toutes les racines de la souffrance, on est tous communs et après à plus ou moins fort degré, certains vont exprimer un peu plus d'anxiété, d'autres un peu plus de dépression, mais que finalement on a un terreau commun et qu'on est les mêmes avec différentes expressions de l'être. Donc, on n'a plus la même posture, effectivement. Je te laisse, Catherine, répondre. Non, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de médecins qui s'ouvrent, qui se forment dans mes groupes, dans mes parcours de formation. J'ai de plus en plus de médecins, de psychologues, d'infirmières qui viennent et qui ont besoin d'autre chose que cette approche très parcellaire et très découpante de la médecine, et puis très, très scientifique, très cartésienne. Et on voit quand on associe la médecine traditionnelle et puis le travail sur soi, la méditation, l'alimentation, la respiration, les gens ils guérissent bien plus vite, sans renoncer aux soins normaux, Il faut garder les pieds sur terre quand même. On ne va pas soigner une infection grave avec des prières. Voilà. Alors, il y a d'autres questions qui sont à arriver. Catherine en particulier, et Thyssen qui demande qu'est-ce que les états d'expansion de conscience dont vous parlez? Alors, les états d'expansion de conscience se définissent de deux manières, de façon scientifique par les ondes cérébrales, c'est-à-dire que c'est un état dans lequel le cerveau va passer par les mêmes états que quand il dort, donc en ondes bêta, alpha, θ, delta, gamma, mais là, s'endormir en état d'expansion de conscience, le cerveau va passer des ondes bêta en ondes θ, delta, en ondes alpha, θ, delta et gamma, s'endormir. Ça, c'est la définition scientifique. Et ensuite, les perceptions, une définition subjective avec les perceptions que l'on a du temps, du corps, de l'espace et du moi qui diffèrent en fonction du plan de conscience dans lequel on va aller. On peut aller en état d'expansion de conscience avec plein de techniques comme la respiration, le yoga, la méditation, la contemplation. Il y a toutes les techniques, la musique, les sons, les mouvements corporels. J'explique ça dans mes conférences. Si les gens sont intéressés, ils le verront. Et ces techniques permettent d'atteindre des plans de conscience qui permettent d'explorer notre âme, d'explorer la conscience, de remonter le temps,
d'aller dans l'enfance, d'aller dans le ventre maternel, d'aller avant la conception, de réparer les mémoires de l'enfance, de réparer son enfant intérieur. Elles permettent d'aller chercher de l'information dans les mémoires akashiques, par exemple, de chercher, de recevoir des idées créatrices, des solutions à des difficultés, à des problèmes. Elles permettent de faire des rencontres d'autres formes d'énergie dans la nature, dans le monde. Par exemple, de rencontrer les âmes des défunts et de les aider à passer vers l'espace où elles sont en paix. Et puis, ça permet d'explorer d'autres dimensions. Donc, ce sont des outils qui sont extrêmement intéressants, extrêmement puissants. Et ce qui m'a le plus plu dans ces outils, parce que ça fait 40 ans que j'accompagne les gens, c'est que ça donne des résultats très rapides, extrêmement puissants, durable, et ça amène vraiment des changements, surtout quand on répare son enfant intérieur, son adolescent, le jeune adulte, l'adulte, on répare les traumatismes, les douleurs, toutes les mémoires émotionnelles par lesquelles nous sommes passés. Et ça permet de le faire ça fait remonter des émotions, mais on répare à chaque fois, on traverse, on reconnecte l'amour, on reconnecte la lumière, et ça donne de très, très beaux résultats. J'explique ça très bien dans les conférences il y a des conférences sur mon site, des courtes, des longues, qui expliquent ça c'est complexe quand on regarde comme ça, mais c'est quelque chose qui se vit dans l'expérience. Dès l'instant où on en a fait l'expérience une fois, on est capable de le refaire. C'est pas difficile. Alors, une autre question de Sandrine. Est-ce que notre âme se réincarne dans un autre corps jusqu'au moment où une incarnation permet de découvrir ce chemin d'âme? Puis, alors, l'âme peut rester dans le au-delà, dans l'au-delà, je suppose. Alors, les réincarnations. Oui. Donc, la réincarnation, c'est un sujet dont on parle beaucoup en Inde, essentiellement. Dans nos pays occidentaux, on n'y croit pas, on a mis ça de côté. Alors, juste, Catherine, une observation. La réincarnation, ça a été traité lors du concile de Nicée, je crois, en 352. Oui, les papes en ont parlé et à une voix près, ils ont voté sur le fait que ça n'existait pas. Et depuis donc 15 siècles, ça n'a pas été remis sur la table en Occident. Voilà, c'est juste quelque chose qu'il faut savoir. Oui, c'est vrai. Et c'est le pape Jean-Paul II qui disait « Intéressez-vous aux philosophies orientales et vous n'en serez que de meilleurs chrétiens ». Et il sous-entendait. Donc, les réincarnations, on vient pour faire une expérience de la vie sur la Terre et avec un certain niveau de conscience. Et on va vivre des milliers de vies différentes. Et dit-on, l'objectif serait à chaque fois d'évoluer. Si on a eu une vie très négative, on va avoir une dette karmique, ce qu'on appelle un karma, qu'on va devoir réparer dans les vies ensuite. Et l'objectif serait d'évoluer de plus en plus pour reconnecter notre âme, notre je suis, le manifester. Et à partir du moment où on a terminé ce chemin, on n'aurait plus besoin de revenir. Donc ça, c'est ce qui est dit. Il y a une deuxième théorie qui dit que l'âme se réincarne parce qu'elle veut faire l'expérience de sa vraie nature, de qui elle est. Et donc, elle se réincarne sans cesse pour jouer dans cette matrice qui est sur la planète Terre et pour vivre ses expériences jusqu'à faire l'expérience de sa nature profonde. Ça, c'est ce que j'ai rencontré dans les universités californiennes, IAM University et Mount Shasta University, où on a ces théories-là. Et plus en Inde, c'est pour permettre le chemin d'évolution de l'âme. Voilà. Mais bon, j'ai pas de référence en dehors des maîtres qui m'ont formé à donner. Voilà. D'accord. Une question pour Valérie de la part de Bergui qui te demande, après toutes vos recherches dans le cadre de votre film, qu'est-ce qui vous convainc personnellement le plus de l'existence de la vie après la mort? Tous les signes que j'ai reçus. J'en ai reçu beaucoup de mon père, mais j'ai aussi eu d'autres membres de ma famille en médiumnité. Voilà, pour moi, c'est une conviction, c'est même pas de la foi. Enfin, pour moi, j'ai eu trop de signes. Oui, c'est vrai, c'est une vraie certitude. Alors, c'est sûr que c'est plus simple quand on a vécu des signes, quand on a reçu des signes de défunts, mais on est à peu près 20-25% de la population à en avoir reçu. Ouais. En direct, hein, sans avoir de don médiumnique. Oui. Sophie qui demande encore, est-ce que vous travaillez sur la transe cognitive, Catherine, les recherches de Corinne Sombrun?
Oui, alors je connais Corinne Sambrin, mais je n'ai jamais fait de transcognitive, mais c'est un état d'expansion de conscience, la transcognitive. Donc, je ne l'ai jamais pratiqué, donc je ne peux pas dire ce que c'est exactement. J'ai vu pas mal de choses sur Corinne Sambrin, mais je ne la connais pas personnellement, je n'ai jamais travaillé avec elle. Mais je pense que ça doit être proche des états d'expansion de conscience. Oui. OK. Bah, écoutez, on arrive à la fin. Merci à tous et à toutes, surtout. Merci à toutes. Rendez-vous le 3 mars pour ceux qui voudraient voir la conférence suivante. Et puis, autrement, nouvelle programmation au cours du mois de mars et du mois d'avril. Merci encore. Merci beaucoup. Et au revoir, à Merci très Valérie, bientôt. merci Au revoir. Catherine, merci.